Bienvenue sur Open, une série de podcasts autour de la sexualité, des témoignages pour nous inspirer, nous faire réfléchir. Nous sommes Saya Origine et très bonne écoute. Hello à tous, juste un petit message pour vous préciser que cet épisode est enregistré à distance avec notre invité. Ça s'entend mais on s'habitue vite, je vous souhaite une très bonne écoute. Bienvenue Charlotte et merci de venir témoigner à notre micro, ça nous fait grandement plaisir. Merci à vous de m'accueillir. Avec grand plaisir. Alors moi j'ai une première petite question pour toi. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur toi, quel âge tu as, qu'est-ce que tu fais dans la vie, tout ça? Ouais, alors j'ai 33 ans et ce que je fais dans la vie actuellement, pas grand-chose dans le sens où je ne travaille plus depuis maintenant 3 ans. Parce que ça fait 3 ans en fait que j'ai déclaré la maladie de Lyme. Et il se trouve qu'en fait, au départ, j'ai été dans une errance médicale pendant assez longtemps, pendant 2 ans. Donc, pendant 2 ans, je savais pas ce que j'avais. Et j'ai fait tout un tas d'analyses, de recherches. J'ai vu plein de médecins pour au final m'apercevoir, enfin me rendre compte même plutôt par moi-même que j'avais cette maladie-là. Donc ça a été compliqué pendant 2 ans. Et du coup, là, actuellement, je travaille toujours pas parce que je suis pas en état d'avoir une activité professionnelle. Alors, tu t'es rendu compte toute seule que tu avais la maladie de Lyme ? La maladie de Lyme ? Ouais, en fait, je me suis rendu compte par rapport à d'autres témoignages, en parlant en fait avec d'autres personnes et en lisant en fait énormément de choses sur le sujet parce que aucun médecin m'avait orienté là-dessus. Au vu de mes symptômes, en fait, on m'a orienté vers tout un tas d'examens, mais jamais celui de la maladie de Lyme. Donc, en fait, c'est mes propres recherches qui m'ont amené finalement à ça. Ensuite, on me passe des tests et les tests ne sont même pas positifs, ils sont douteux parce qu'en fait, la maladie de Lyme, c'est une maladie qui est un peu particulière dans le sens où les tests en France, ils sont pas du tout fiables. Il y a beaucoup de gens qui vont se faire tester en Allemagne notamment. D'accord. Et il se trouve que en fait en France, c'est un peu compliqué. Donc moi, on m'a même pas posé ce diagnostic-là, on m'a posé un autre diagnostic. Mais comme ce diagnostic qu'on m'a posé, c'est un diagnostic de syndrome de fatigue chronique et qui a aucune cause et aucune médication. Moi, en fait, j'ai décidé, on va dire, de continuer mes recherches. Et puis, je me suis rendu compte, en fait, en comparant ma symptomatologie à la symptomatologie des gens qui ont cette maladie, que c'était exactement la même. Et qu'en fait, j'ai commencé à me traiter pour cette maladie-là en particulier. Et justement, pour les personnes qui ne connaissent pas cette maladie, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus, nous expliquer ce que c'est ? Ouais, alors c'est une maladie qui prend beaucoup qui donne des symptômes assez divers, qui peuvent toucher un peu tous les systèmes. On entend beaucoup parler de tout ce qui est articulaire et de paralysie notamment, mais ça peut donner beaucoup d'autres symptômes. Ça donne des symptômes même d'ordre cardiaque, d'ordre neurologique. Ça donne des symptômes musculaires également. En fait, ça part un peu dans tous les systèmes. Donc, il y a une période de ma vie, il y a 1 an, j'avais peut-être une 40aine de symptômes, en fait, on va dire, en même temps, quoi. Et donc, c'est bien la maladie qui est refilée par les tiques, hein, on est bien d'accord ? Ouais, c'est ça. Alors, en fait, normalement, c'est dû à une piqûre de tique. En fait, on développe des symptômes suite à la piqûre, mais ils peuvent se développer très longtemps après. Ils peuvent se développer quelques jours ou quelques semaines après, mais parfois, c'est quelques années après. Et après, il y a des études aussi, il y a certains médecins qui disent que ça peut aussi être transmis par d'autres insectes. D'accord. Mais c'est pas encore vraiment avéré. On va dire que le principal vecteur, c'est la tique. D'accord. Donc toi, tu nous as contacté justement par rapport à cette maladie parce que tu voulais témoigner par rapport à la sexualité. Est-ce que cette maladie, ça a été un frein dans tes relations ou dans ta sexualité de manière générale? Alors oui, d'une certaine manière, et dans un premier temps, disons qu'en fait, ça coupe tellement, tous les symptômes sont tellement invalidants que ça coupe des autres, en fait, ça coupe du monde, et du coup, forcément, il y a eu un moment où ma sexualité a été réduite à néant, quoi. Mais d'ailleurs, tu es dans une relation en ce moment ? T'as quelqu'un ? Alors là, en ce moment, depuis pas longtemps, oui. D'accord. J'ai quelqu'un. Alors après, la maladie, elle a quand même un impact sur ma sexualité. Mais disons que comparé à une certaine période où j'avais beaucoup plus de symptômes, ça va mieux. Enfin, c'est plus simple, on va dire, au niveau sexuel. Mais c'est vrai que j'ai eu de longues périodes sans aucun partenaire parce que impossible de sortir de mon lit. Donc forcément, impossible de rencontrer. Et puis par votre conséquence, d'avoir une sexualité, quoi.
Et du coup, sur cette relation actuelle, est-ce que tu arrives à en parler facilement? Est-ce que ton partenaire est à l'écoute? Comment vous arrivez à appréhender la chose ensemble? Alors oui, j'avoue que j'arrive à en parler assez facilement, mais je pense que c'est parce que maintenant ça fait 3 ans et que j'ai pris l'habitude de parler des symptômes de manière assez libre. Mais ça n'a pas été tout le temps le cas. Par exemple, avec certaines personnes que j'ai pu rencontrer, j'ai même pas forcément mentionné la maladie quand j'avais des périodes où je me sentais mieux. Mais là, en l'occurrence, étant donné que c'est une personne avec qui j'ai envie de construire quelque chose, oui, j'en ai parlé assez rapidement même. Je l'ai rencontré sur Internet, mais je lui en ai parlé avant même qu'on se voit physiquement pour qu'il soit au courant justement des conséquences que ça pouvait avoir. Et il est hyper ouvert et hyper compréhensif et bienveillant en fait par rapport à ça. Donc moi, ça me fait beaucoup de bien du coup. Parce que c'est vrai que c'est pas forcément le cas de tout le monde. Il y a des gens qui comprennent pas. Et même dans mon entourage proche, sans parler de la sexualité, mais il y a des gens qui comprennent pas forcément mon état. Et lui, j'avoue qu'il est vraiment... il est hyper bienveillant vis-à-vis de ça. Tu dis que tu le disais pas quand t'as pu rencontrer des gens avant cette relation-là. Pourquoi? C'était juste parce que t'allais bien, ou il y avait de la honte, ou il y avait de la peur Déjà, j'allais mieux, et en fait, quand j'allais mieux, j'avais pas forcément envie d'aborder le sujet de la maladie, parce que, étant donné que c'est déjà très, très présent dans ma vie depuis 3 ans, c'est vrai qu'il y avait des moments où, quand je me sentais bien, j'avais envie de mettre ça un peu de côté. Donc, il y avait ça d'une part, et il y avait, je pense aussi, peut-être un peu, je sais pas si c'est de la honte, effectivement, il y a peut-être une part de honte, et parce que pas assez d'intimité forcément, pas envie de rentrer dans les détails, de me dévoiler en fait, je pense. Mais parce que du coup, très concrètement, est-ce que ça t'empêche de faire des choses, ou parce que si ça t'empêche de sortir du lit, bon, clairement ça t'empêche de vivre. Mais au-delà de ça, dans la sexualité purement, comment est-ce que ça se joue ça? Ouais, alors ce qui se passe, c'est que un de mes symptômes principaux, c'est la fatigue. Donc je suis très fatiguée tout le temps, mais pas fatiguée comme par exemple quand on n'est pas malade et qu'on n'a pas dormi pendant une nuit. Je suis fatiguée comme si j'avais pas dormi pendant des semaines en fait. Ouais, c'était donc épuisé. Il y a des moments où épuisée vraiment. Et en fait il y a des moments où je peux pas sortir de mon lit. Donc forcément même quand j'ai une activité sexuelle, je suis jamais à mon plein potentiel comme j'ai pu l'être avant. Donc ça génère pas mal ça a pu générer pas mal de stress et de complexe un peu vis-à-vis de ça, parce que je me sens beaucoup plus passive qu'avant dans ma sexualité. Je peux pas forcément être très active justement, donc ça c'est quelque chose qui a changé. Et puis en fait même pendant l'acte sexuel, parfois il peut m'arriver d'avoir des symptômes, donc comme des palpitations, parce que j'ai pas mal de symptômes cardiaques. Donc c'est des choses que je vais pouvoir m'autoriser à dire là actuellement avec mon partenaire actuel. Je vais lui dire en fait quand ça va pas, donc on peut faire une pause ou ce genre de choses. Mais c'est vrai qu'il y a eu des personnes avec qui je l'ai même pas dit, donc j'ai subi en fait. Et c'est des moments un peu de solitude quoi, où en fait tu subis tes symptômes, les palpitations ou des vertiges, enfin ce genre de choses. Donc forcément, ouais, ça peut mettre aussi mal à l'aise, dans le sens où je me dis aussi la personne va penser que je suis pas du tout entreprenante. Alors que c'est même pas forcément ça, c'est juste que je suis pas en état de l'être en fait. Mais c'est là qu'en fait, du coup, ça joue sur ton envie d'être performante, peut-être? Sur une envie de... Ouais. Complètement, ouais. Et c'est là où je pense dernièrement, j'essaye, on va dire, de lâcher prise un peu par rapport à cette notion de performance, et je me rends compte que je l'étais quand même pas mal avant, finalement. Donc, et même sur autre chose, sur le fait de vouloir à tout prix avoir un orgasme, en fait, j'étais quand même très centrée là-dessus dans ma sexualité depuis que j'ai commencé à en avoir une. Et il se trouve que je savais, moi par exemple, dans quelle position me mettre pour avoir un orgasme facilement. Et maintenant, c'est plus possible parce que c'est une position où j'étais très active. Et du coup, étant donné que c'est plus possible comme ça, j'ai un peu accepté le fait que j'ai pas forcément un orgasme à chaque fois. Et surtout de plus lâcher prise et faire confiance à l'autre aussi par rapport à ça. Donc d'une certaine manière, ça t'apprend un peu à redécouvrir une autre forme de sexualité. Ouais. Et je sais pas, découvrir des choses que t'aurais peut-être pas apprises avant la maladie. Est-ce que tu peux nous dire ce que ça, je sais pas, ce que ça t'a apporté, ce que t'as pu découvrir Si, en fait, je me suis vachement
intéressée à tout ce qui est slow sex et tantra, parce que justement c'est quelque chose qui apporte une notion de lenteur et de douceur en fait, et je pense que c'est quelque chose que j'avais pas du tout développé avant dans ma sexualité. Et là, pour le coup, j'ai vraiment découvert que ça pouvait être hyper plaisant et hyper satisfaisant, cette idée de lenteur, de prendre son temps et justement de pas rechercher à tout prix quelque chose et juste de laisser venir en fait ce qui vient et de trouver une connexion plus profonde aussi avec l'autre. Donc ça, c'est quelque chose de nouveau pour le coup, parce qu'avant, je n'avais jamais vraiment réfléchi à tout ça. Donc, je pense que c'est en ça que je dirais que c'est un petit peu, que ça a pris une autre forme, en fait, ma sexualité. Et du coup, avant, dans ta manière de vivre ta sexualité, t'étais hyper épanouie, enfin, tout ça, ou tu te rends compte maintenant, justement, qu'il y avait des choses où, justement, t'étais un petit peu peut-être dans la performance, ou... Alors, j'ai pu être épanouie, ouais, dans certaines relations. Je me rends compte que dans certaines, je l'étais pas du tout, que j'étais un peu comme dans un rôle, avec certains hommes, pour le coup, où justement, il fallait faire plaisir. Et ça, c'est quelque chose que j'ai réalisé, je pense, assez récemment. Par contre, dans certaines relations que j'ai eues, j'étais globalement très épanouie. Mais je cherchais pas forcément à découvrir autre chose, en fait. C'était, j'avais assez facilement des orgasmes, parce que je suis assez sensible aussi. Mais je cherchais pas à découvrir autre chose. Donc là, je pense que ça m'a poussée aussi vers des découvertes, en fait, vers une curiosité que j'avais pas. Moi, je trouve ça hyper intéressant aussi, le fait de devoir de donner du pouvoir à l'autre aussi, de lâcher, nous, notre contrôle et notre pouvoir, l'espèce de pouvoir qu'on prend, qui est un petit peu, je sais pas comment l'expliquer, tu sais, quand on prend une sorte j'ai pas le mot, quoi, de force en force, en fait, et d'amener plutôt ça en douceur. Je trouve que c'est intéressant, ce changement que tu as dans la sexualité. Ouais. Et puis, le fait aussi de laisser l'autre prendre soin de soi, en fait. Parce que du coup, là, mon partenaire actuel, c'est vrai qu'il est vraiment très doux et il prend vachement soin de moi, entre guillemets. En tout cas, il est très attentif à ce que je ressens. Et il me pose des questions, justement, si j'ai pas mal quelque part, ou enfin, ce genre de choses. Et je trouve que ça donne aussi une autre dimension à l'acte sexuel qui est justement est plus simplement un acte sexuel, mais vraiment une notion de prendre soin de l'autre et des besoins de l'autre, en fait. Mais ça vous permet surtout de vous montrer vulnérables l'un et l'autre et d'être à l'écoute et du coup de pouvoir être dans le partage et justement pas, comme tu disais tout à l'heure, être, comme l'a dit Canel, dans la performance ou dans... Parce que tu disais que t'en parlais pas forcément, donc il devait y avoir aussi une forme de solitude où t'es un peu, tu sais, dans ta bulle et du coup dans quelque chose qui est pas totalement partagé avec l'autre, parce que tu te protèges, tu restes dans le contrôle et là il y a une espèce de lâcher prise et de on se montre tel qu'on est, quoi, et puis du coup c'est le plaisir, il est là. Oui, c'est ça, c'est exactement ça. C'est comme tu dis, la vulnérabilité, c'est un mot que je dirais pas que j'ai découvert depuis la maladie, mais qui a pris quand même beaucoup plus de sens pour moi, parce que en fait, clairement, parfois j'ai pas le choix que de me montrer vulnérable. C'est comme si mon corps me laissait pas vraiment le choix. Donc je pense que j'ai même par exemple pleuré devant mon partenaire à certains moments. C'est quelque chose qui est devenu beaucoup plus simple et naturel, parce que du coup les gens me voient dans des situations vulnérables depuis 3 ans. Et ça, je trouve ça hyper beau et je pense que ça encourage aussi l'autre à l'être aussi, et à se livrer et à être plus authentique, en fait. Et est-ce que du coup maintenant tu arrives à en discuter plus facilement même autour de toi avec ton entourage, ou est-ce que même avec des personnes qui sont aussi atteintes de la maladie, à avoir des échanges sur le sujet, même au niveau des relations, de l'impact que ça peut avoir, etc. Vous donner des conseils, je sais pas. Mais carrément, en fait, j'ai énormément de discussions à ce sujet-là, justement, parce que j'ai pas mal d'amis malades, en fait, que j'ai connus sur les réseaux, parce que comme tu disais avant, j'étais énormément seule. J'étais dans une solitude pendant quasiment 2 ans. Et ensuite, j'ai rencontré des filles, en fait, qui souffrent de la même maladie que moi, et on s'est rencontrés à distance, et puis finalement, après, on s'est rencontrés aussi enfin physiquement. Et on en parle énormément, et on se rend compte que malgré le fait qu'on ait un peu les mêmes symptômes, on ne vit pas du tout notre sexualité de la même manière. Et c'est hyper intéressant. Moi, j'ai une copine, justement, qui, elle, pendant 2 ans, n'a eu aucun rapport, n'a vu aucun homme,
n'a même pas cherché à séduire en fait. Elle était tellement en retrait de tout, de la vie en fait en général, qu'en fait elle s'est vraiment repliée sur elle-même. Et à partir du moment où on a discuté de ça, je sais pas, je pense qu'en elle ça a dû ouvrir une brèche et depuis elle s'est mise sur Tinder et en fait elle a recommencé à rencontrer des hommes. Et en fait, elle m'a dit, mais c'est un peu comme si c'était un retour à la vie, quoi. Parce que pendant 2 ans, elle, ses symptômes aussi faisaient qu'elle avait 0 libido. Donc, c'est compliqué quand tu as 0 libido, forcément, de rencontrer des hommes. Mais là, je pense comme elle allait un petit peu mieux, elle s'est autorisée. Et du coup, elle m'a dit, mais c'est juste génial de pouvoir en parler, et de pouvoir... échanger librement là-dessus, parce que je pense qu'elle avait personne à qui en parler, étant donné que dans son entourage proche, elle parlait pas de ça, quoi. Mais tu veux dire qu'elle en parle à ses dates Tinder, c'est ça ce que tu veux dire? Non, déjà d'en parler à vous. moi, en fait. D'accord. De pouvoir parler avec une personne malade et qui peut comprendre ce qu'elle dit. Et puis, je crois du coup que par rapport à tout ce qu'on a pu se dire, je crois qu'elle s'autorise aussi maintenant à en parler avec les mecs qu'elle rencontre, quoi. Top. En fait, c'est encore une fois ça, c'est la communication, quoi. Je pense qu'on va le dire à chaque podcast, mais, mais c'est vraiment ça, apprendre à parler, apprendre à parler de soi, et ça rejoint la vulnérabilité dont vous parliez tout à l'heure, toutes les deux, donc c'est vraiment ça. Ouais, c'est ça. Ouais. Et puis, j'ai une autre amie, pour le coup, où c'est complètement différent. En fait, elle a découvert, on va dire, la sexualité avec elle-même, en fait, depuis la maladie, parce qu'en fait, elle ne s'était jamais masturbée, caressée ou quoi que ce soit. Et le fait qu'elle ait énormément de temps seule avec elle-même, parce que, on est souvent allongé, souvent isolé, en fait, elle a découvert ça. Et je pense que le fait aussi qu'on en parle hyper librement ensemble, elle a acheté son premier vibro, en fait, récemment, parce qu'elle n'osait pas du tout. Elle était vraiment elle avait des jugements et des a priori, en fait, assez forts par rapport à ça. Elle a une famille aussi où ils sont pas mal dans la religion, donc il y a un peu de tabou vis-à-vis de tout ça. Et là, le fait, je pense, de pouvoir soit en parler, que ce soit avec moi ou peut-être avec d'autres personnes malades aussi, et puis d'être seule avec elle-même, je pense que elle a découvert en fait des trucs qu'elle n'avait jamais découvert avant, quoi. Est-ce que dans toutes ses amies, t'as l'impression que du coup ça a créé un moment où j'ai aucun mot. Un lien? Non, un moment où tout le monde arrête sa sexualité. Comment on appelle ça quand on arrête sa sexualité? Asexuel. Non, un moment de vide. De pause, non? C'est pas du jeûne. C'est comment on appelle ça? Ah oui, y a pas un mot? abstinence. Voilà, je l'ai eu. Merci Lola. L'abstinence, ouais. Parce que du coup, c'est le point commun entre toi et les 2 autres personnes dont tu nous as parlé, c'est qu'il y a du coup un moment d'abstinence. Donc, Oui, il y a eu ça, ouais. Il y a eu ça chez toutes les personnes avec qui j'ai parlé, que ce soit plus ou moins long. Donc ça a été moi par exemple, c'était quelques mois maximum, je sais pas, 3 mois, je pense. Ah oui, et, ça va aller. Comment? Ça va, c'est pas énorme 3 mois, quoi. Ça va. Je bats 1000 fois le record. Hein. C'est parce que moi, en temps normal, j'ai une libido hyper élevée et même malade, je crois que, voilà, je peux pas me passer de ça plus de 3-4 mois maximum, je crois. Et je pense que pour moi, c'est vraiment... c'est un peu un élan vital, en fait. Chez moi, la sexualité, c'est quelque chose vraiment... c'est un exutoire aussi. Quand je me sens un minimum en vie, j'ai besoin de ça, quoi. Et du coup, oui, mes copines, par contre, elles, ça a été jusqu'à 2 ans à peu près pour celles, on va dire, chez qui ça a été plus long, d'autres ça a été 1 an. Et c'est vrai que oui, je pense qu'il y a eu des pauses chez à peu près toutes les filles malades à qui je parle. Ouais. Et donc là, tu parles... d'ailleurs, même pour celles... Oui, vas-y. Juste même pour celles qui sont en couple et depuis longtemps, j'en connais en fait qui n'ont plus de sexualité avec leur partenaire, quoi. D'accord. Et tout ça, c'est dû aux symptômes ou est-ce que tu crois que c'est aussi dû à justement une difficulté à se montrer vulnérable, voilà, des choses un petit peu plus psychologiques? Alors, je pense que c'est dû en partie aux symptômes, oui, parce qu'il y a des personnes chez qui ça génère en fait des douleurs au niveau de l'utérus, la maladie, parce qu'en fait, l'inflammation peut se mettre un peu partout. Et donc, du coup, ça peut créer des douleurs même au moment des rapports et après. Chez moi, ça en cause d'ailleurs, mais après. Donc, je me dis, c'est pas grave, ça fait partie du paquet, je veux pas m'arrêter. Mais c'est vrai que j'ai des copines qui ne veulent pas subir ces douleurs et qui, du coup, pour le coup, en gros, sont abstinentes, mais pour le coup, je pense qu'après, derrière, ça génère en fait carrément une peur. Le fait de plus du tout le faire pendant un moment,
je pense qu'en fait, elles se sont tellement habituées que derrière, elles ont la peur de recommencer. Et j'ai l'impression aussi, quelque part, qu'il y a aussi, je sais pas, une forme de... Je sais pas, je trouve pas le mot, mais en tout cas, j'ai l'impression qu'elles y gagnent quelque chose, en fait. Que quelque part, elles n'ont pas forcément envie d'avoir une sexualité pour certaines, en fait. Et que c'est pas que ça les arrange, mais bon, voilà. J'ai pas l'impression qu'elles cherchent à développer autre chose. Parce que même si, par exemple, il n'y a pas de pénétration, parce que c'est la pénétration qui fait mal, il pourrait y avoir d'autres pratiques. Mais je crois qu'il y a certaines qui ne veulent pas forcément les développer. Et est-ce que tu aurais des conseils pour, je sais pas, des personnes qui nous écoutent? Moi, je pense à des personnes qui sont peut-être atteintes de maladies, pas forcément la maladie de Lyme, hein, de manière générale, une autre maladie aussi. Ouais. Moi, ce qui me viendrait, ce serait, comme on disait déjà, la communication. Donc, si on est avec un partenaire, de ne pas hésiter justement à communiquer. Bon, évidemment, se tourner vers des personnes bienveillantes parce que c'est pas toujours le cas, mais vraiment se respecter et aller vers des personnes qui vont justement nous écouter, nous comprendre et nous respecter. Parce que si on va vers des personnes qui sont pas ouvertes et qui vont être dans le jugement, je pense que ça va être vraiment très délicat de pouvoir s'ouvrir et de pouvoir être soi-même et forcément prendre du plaisir, quoi. Et toi, Donc, tu disais que les réseaux t'ont bien aidé du coup à rencontrer des personnes bienveillantes. Ouais, alors les réseaux m'ont bien aidé par rapport à ça. Et c'est vrai que j'ai eu une période, ça n'a pas trop de rapport avec cette question-là, mais j'ai eu une période, moi, où justement, quand je me suis sentie un peu mieux, j'ai été énormément sur Tinder. En fait, j'ai fait énormément de rencontres qui n'ont pas forcément abouti à des relations sexuelles, hein, mais en fait, pour quelque part me redonner confiance, parce que le fait de ne pas pouvoir séduire et de me sentir vraiment, je me sentais plus trop femme, en fait. Et là, pour le coup, les réseaux, ça m'a énormément aidé parce qu'en plus, je suis dans un endroit où je suis dans un petit village à la campagne, donc assez isolé. Et pour le coup, ça permet d'avoir une première approche avant de voir l'autre et puis de voir dans quelle position il se trouve et s'il est bienveillant ou pas, etc. Donc, c'est une première approche qui est intéressante. Et moi, ça m'a énormément aidé à retrouver confiance sur ce plan-là et sur le plan sexuel aussi. Et justement, par rapport à ça, tu t'as rencontré comment ces personnes? Sur les réseaux? C'est Sur tes les amis, réseaux, je veux dire, pas Tinder, surtout Tinder, en fait. pas les conquêtes, tu sais, tes amis avec qui vous pouvez parler de ça, vous êtes atteints de la même maladie. C'était d'ailleurs, des j'ai groupes. rencontré des amis sur Tinder. Ah, aussi. C'est assez drôle, hein. Mais je me suis fait des amis sur Tinder. Mais sinon, les personnes malades, c'était beaucoup sur Instagram ou sur des groupes Facebook dédiés à la maladie, en fait. D'accord, et donc t'as tapé, je pense à ça, parce que si quelqu'un est dans la même situation et se sent seul, comment est-ce qu'il peut trouver ces groupes-là, tu vois Ouais, au départ, c'était des groupes maladie de Lyme ou guérir de Lyme, enfin voilà, tout un tas de choses où après il y a aussi des associations qui existent en fait, le droit de guérir, enfin il y a plusieurs assos. Et en fait sur ces groupes-là, les gens se parlent, décrivent leurs symptômes, se demandent de l'aide, parlent de traitement. Moi je me traite au naturel, donc c'est encore quelque chose et du coup il y a des groupes pour ça. Et moi c'est comme ça que je me suis d'abord faite des amis, puis après il y a aussi des gens qui ont des comptes dédiés à ça sur Insta, des comptes dédiés à la guérison par exemple. Est-ce que tu as un compte à conseiller comme ça qui te vient en tête? Alors après, moi, les comptes que j'ai pu suivre, c'était des comptes peut-être à l'étranger, mais sinon, il y a le droit de guérir. Le droit de guérir, c'est une asso, ils ont un compte aussi sur Insta. Et les autres, je les connais pas par cœur parce qu'en fait, j'ai arrêté plus ou moins, on va dire, de suivre ces groupes à un moment donné parce que il se trouve que comme j'étais vraiment très affaiblie, tout ça, j'étais beaucoup tournée vers ces groupes-là, mais à un moment donné de ma vie, comme tout tournait autour de ça, j'ai un peu coupé en fait. Bien sûr. Mais comme maintenant j'ai des nanas avec qui je suis devenue vraiment amie, on se parle, mais c'est même plus via Insta en fait, c'est par WhatsApp, on s'appelle, etc. Mais c'est vrai que je suis plus trop ces groupes ou ces personnes-là en fait actuellement. Ok. Et du coup, j'ai envie de dériver un petit peu, sortir un petit peu du domaine de la sexualité, mais depuis le début, on n'a pas encore parlé de guérison. Et moi, je sais pas justement si c'est une maladie qui se guérit ou est-ce que ça se guérit? Déjà, première question. Alors, ça peut se guérir, ouais. Et c'est vraiment au cas par cas. Il y a deux types d'approches. En tout cas, il y en a au moins deux. Il y a l'approche, on va dire, naturelle que moi, je suis. Mais après, il y a l'approche allopathique, donc avec un traitement médical. Mais pour ça, il faut être reconnu malade de Lyme. Et pour le coup, c'est des traitements par antibiothérapie, mais au long cours,
qui sont sur des années. Donc moi, pour avoir connu des filles ou même des hommes qui sont suivis de cette manière-là, donc ils ont des grosses améliorations, mais aussi beaucoup de rechutes en fait. Disons que c'est une maladie où tu peux vraiment rarement dire t'es guéri, tu peux dire que t'es en rémission, mais guéri, vraiment guéri, c'est compliqué de le dire parce qu'il y a beaucoup de personnes qui vont mieux sur un certain temps, même sur plusieurs années, et qui vont connaître des rechutes en fait plus tard. Moi, les personnes que je connais qui sont, on va dire, vraiment en rémission et qui n'ont plus du tout de symptômes, c'est des personnes qui sont traitées au naturel, qui ont commencé par essayer l'antibiothérapie, qui ont vu des rechutes et qui ensuite derrière sont traitées au naturel. Mais ça prend du temps, ça prend des années en fait. C'est intéressant parce que ça doit être dur quand, enfin, il faut être reconnu maladie de Lyme, comme tu disais. Oui. Donc ça doit être super compliqué d'avoir tous ces symptômes comme ça et de justement ne pas être reconnu par le corps médical. Enfin, ça doit être dur, ça, psychologiquement à vivre, quoi. Ouais, c'est très compliqué et en fait, on nous colle l'étiquette beaucoup de dépressif, en fait, clairement, ou alors on nous dit vraiment que c'est dans notre tête. Je pense que au fur et à mesure, on perd vraiment confiance en ce corps médical qui, en fait, parfois fait beaucoup de mal, quoi. Ben ouais, en fait, disons que moi, j'en suis même arrivée à un point, à un moment donné, à me dire, mais est-ce qu'ils n'ont pas raison, en fait? Est-ce que je suis pas juste folle? Est-ce que je suis pas en train de péter les plombs et de, voilà. Et en fait, non, parce que, bon, moi, j'ai fait des études de psycho et j'ai déjà fait une dépression il y a très longtemps, il y a plus de 10 ans. Et je savais que c'était pas ça, en fait. Au fond de moi, je savais que c'était pas ça. Et ensuite, après avoir lu maintes et maintes de témoignages où les gens vivaient exactement la même chose que moi et où les traitements les amélioraient, et les traitements, c'était pas des antidépresseurs, en fait, j'ai dit non, il y a vraiment un truc qui va pas. Et c'est juste que la plupart du temps, le corps médical refuse de reconnaître qu'il ne sait pas. C'est quelque chose où vraiment le médecin a du mal à dire non, je ne sais pas, non, désolé, il faut aller voir quelqu'un d'autre ou nous orienter vers quelqu'un d'autre. Et pour le coup, en fait, ils ont toujours tendance à mettre ça sur le coup du psychologique, en fait. Donc, c'était hyper dur à vivre, mais il n'y a pas que ça, parce qu'en fait, il y a le côté médical, oui, où on ne croit pas, donc forcément, on n'a pas un dossier médical reconnu, on n'a pas d'aide, on n'a rien, parce que du coup, on est laissé complètement à l'abandon, pour le coup. Et en même temps, il y a le côté, l'entourage, la famille, qui, eux, comprennent pas, qui se demandent aussi, pareil, ce qui se passe, en fait. Et pour le coup, c'est pas dans notre tête, quoi. Donc, le cumul des deux, pendant longtemps, c'est compliqué, ouais. Et du coup, tu me dis si t'as pas envie d'aller dans cette voie-là, mais du coup, tu dis que t'as fait une dépression il y a une dizaine d'années. Est-ce que, justement, ça a joué ça? Enfin, qu'est-ce que ça a fait, ça? Parce que c'est une autre maladie. Une maladie qui se voit pas, en plus, qui est assez jugée, etc., qui est aussi difficile à assumer pour ceux qui l'ont, je trouve. Et est-ce qu'à ce moment-là, ça avait influencé ta vie sexuelle, justement? Comment ça s'était joué? Ouais, clairement, parce qu'en fait, à ce moment-là, ça n'a pas duré très longtemps. J'ai eu la chance que ça dure pas très longtemps. J'ai été suivie par une psychiatre pendant un temps et c'était assez bref, quelques mois, je dirais. Mais oui, en fait, il y avait beaucoup moins de libido parce qu'en fait, pendant la dépression, t'as envie de rien, plus ou moins, et pas de sexe non plus, quoi. Donc, j'avais plus aucun goût à rien, j'avais pas envie de sortir de chez moi, et j'avais un mec à ce moment-là, et on a connu des mois un peu compliqués. Mais c'est vrai que j'ai ressenti un impact, mais quand même assez faible parce que ça n'a pas duré dans le temps. Je pense que si ça avait duré dans le temps, sexuellement, oui, ça aurait été compliqué. Et pour le couple, ça aurait été très compliqué, je pense. Okay. À l'époque, ça a été facile pour toi d'en parler avec ton compagnon Oui, ça a été assez facile parce que je pense que c'était une personne qui avait aussi connu en fait des phases très difficiles et qui avait eu aussi en fait une copine avant moi qui, la pauvre, en fait, il lui était arrivé un truc vraiment horrible et pour le coup, elle avait fait une dépression mais très sévère et je pense qu'il connaissait en fait ça. Donc moi, on va dire que j'ai eu la chance que cette personne-là connaisse et puis soit pas dans le jugement, quoi. Ouais, de te sentir écoutée et comprise. Et du coup, ça fait combien de temps que tu es avec ce nouveau copain? Ça fait pas longtemps, ça fait à peu près 1 mois. Ah oui, d'accord. Tout frais. Ok. Ouais. Ok. Et tu vois ton futur, t'as des idées de où tu vas ou justement c'est assez flou Non, c'est très flou. C'est très flou et comme je peux pas vraiment faire de projet, ce qui est aussi en fait pas très pratique quand tu vois quelqu'un et que éventuellement même parce que je parle même pas de gros projets mais je parle même de vacances par exemple, partir en vacances, étant donné que les longs trajets ça me fatigue énormément, que ça me génère des symptômes et que j'ai même cette peur aussi, j'ai développé cette peur de faire un malaise parce qu'en fait comme j'ai déjà fait des malaises dans les trains ou dans ces endroits-là, j'ai un peu développé des peurs par rapport à ça et du coup c'est compliqué. Par exemple mon copain actuel m'avait proposé de le rejoindre en Vendée il y a 2 semaines. Déjà, c'était
plein de trucs parce que je devais demander à ma mère de m'emmener sur une partie du chemin, lui il me récupérait à la moitié, etc. Bon, il est hyper cool parce qu'il était chaud pour faire la route, quoi. Mais même ça, j'ai même pas pu parce qu'en fait, pendant 2-3 nuits avant, comme j'ai des problèmes de sommeil, j'ai pas dormi, donc j'étais dans un état catastrophique. Donc en fait, le lundi matin, je lui ai dit non, je suis désolée, je pourrais pas venir. Mais voilà, quand c'est des petits trucs à la con, comme n'importe qui peut prévoir des vacances un week-end, bah pour moi, c'est pas possible parce qu'au dernier moment, je peux annuler. Et je peux comprendre que ce soit délicat pour l'autre, en fait, qui ait envie de s'organiser ou qui même soit déçu. Pour le coup, lui, il a été hyper cool parce qu'en fait, il est juste rentré plus tôt et il est venu me voir ici. Mais franchement, il est génial, quoi. Mais c'est vrai que je me dis, il y a peut-être des mecs qui m'auraient fait culpabiliser vis-à-vis de ça. Mais d'une certaine manière, tu lui enseignes un petit peu de vivre dans l'instant présent, quoi. De ouf. Bah, c'est ça. En fait, c'est ça. Et je me l'enseigne à moi-même. Bah ouais, oui, tu te l'enseignes à toi-même, c'est vrai. C'est vrai que je lis des trucs aussi par rapport à ça. J'ai commencé à méditer, tout un tas de trucs qu'avant, j'aurais jamais fait. Et ça m'a ouvert, en fait, sur tout ça. Mais c'est hyper difficile pour moi parce que je suis à la base quelqu'un qui tient pas du tout en place. Avant d'être malade, en fait, j'étais en Australie. Enfin, je tombais malade, j'étais en voyage en Australie. Ça faisait 7 mois que j'étais là-bas. Et avant ça encore, j'habitais dans le sud. Avant, j'habitais à Paris. Enfin, en fait, j'ai fait que bouger. Et cette maladie m'a vraiment contrainte à rester au même endroit et justement à pas pouvoir anticiper. Enfin, tout un tas de trucs que je faisais pas avant, en fait. C'est pas évident. Après, il faut être patient avec soi-même aussi et nos propres moments où on a la force et des fois, on n'a pas la force, quoi. Exactement. Arriver à jauger, en fait. Arriver à se dire, là, je suis capable et là, je suis pas capable. Et quand tu as un tempérament de fonceur à la base et que tu veux pas prendre de pause et que tu veux pas t'arrêter, c'est hyper dur. Bon, là, clairement, ça te laisse pas le choix parce que quand tu vas un petit peu trop loin, en fait, pendant plusieurs jours, tu peux pas te lever de ton lit, quoi. Donc, c'est un petit apprentissage, en fait. Enfin, c'est progressif un peu parce que moi malheureusement je dépasse un peu trop souvent mes limites et c'est vrai que pour le coup ça apprend plus de bienveillance avec soi-même et plus d'empathie envers soi-même et c'est quelque chose c'est un long chemin et je pense que pour ça le psy en fait peut m'aider aussi. Alors, est-ce qu'il y avait autre chose que toi dont tu avais envie de parler, auquel tu avais pensé avant, un message à passer, une dédicace à ta famille? Si moi j'ai un truc aussi que j'ai vécu par moment, c'est le fait de vouloir en fait compenser par le sexe en fait tout ce que je pouvais pas faire. Parce qu'en fait, tu vois, quand tu es en couple ou en relation avec quelqu'un, tu peux faire des choses, tu peux partir en vacances, tu peux aller au resto, tu peux aller au ciné, etc. Tous des trucs que moi je pouvais pas faire ou que je peux quasiment pas faire. Et du coup, j'avais tendance en fait je pense que j'ai encore un peu tendance à compenser ça par le sexe en fait. À me dire que justement, si je suis très disponible sexuellement, la personne elle va quand même garder un attrait pour moi. Ça c'est quelque chose qui m'a interpellée dans mes comportements en fait. Ouais, c'est hyper intéressant de j'ai envie de dire limite de ce que c'est être une bonne femme, une bonne c'est intéressant de voir comme nos conditionnements comme ça. C'est intéressant. Ça, tu te questionnes en fait sur qu'est-ce que finalement tu apportes à l'autre en temps normal et puis là qu'est-ce qui te reste en fait et puis moi quelque part je me disais ce qui me reste c'est ça quoi. Mais peut-être aussi parce qu'il y a d'autres aspects chez moi que je voulais pas voir ou que je peux apporter autre chose aussi. Mais moi j'ai compensé ça plus par la sexualité en fait. Mais en te forçant quelque part ou en créant chez toi-même du désir. J'ai pas eu l'impression que c'était en me forçant. Je pense que ça s'est fait de manière assez intuitive. Mais en même temps, j'ai pu forcer en termes physiques, en fait. Moi, j'avais envie mais parfois, mon corps n'était pas forcément en état. Et j'ai pu forcer physiquement. Mais par contre, l'envie, elle était là. Donc, je me suis pas forcée, en tout cas, à faire des choses que j'avais pas envie de faire. Non, ça, non. Oui. Mais du coup, ça, c'est plutôt quelque chose que tu as remarqué avant ou encore maintenant chez toi? Non, je crois que ça m'arrive encore. Ouais. Ça m'arrive encore. Ouais. Ouais, parce qu'en fait, j'ai quand même une culpabilité vis-à-vis même de mon mec actuel. J'ai une culpabilité de devoir aller, parce que parfois, il avait réservé des super restos et tout. Au dernier moment, je lui ai dit non, je suis désolée, c'est pas possible. Et en fait, je me dis, autant développer en fait cette connexion-là qui, elle, est possible, on va dire sexuelle, pas que sexuelle, mais en tout cas cette connexion-là, intime,
parce que justement je peux pas faire autre chose. Mais Quoi. du coup, Donc c'est encore là. est-ce qu'il y a une forme de culpabilité, du coup, où tu te dis, c'est un peu ma manière à moi de me faire pardonner et de... Ouais, je crois. J'ai l'impression qu'il y a ça. Même si, enfin, je veux dire, je me force pas du tout, comme je disais, et j'y prends beaucoup de plaisir. Mais Ça peut être inconscient aussi. je me dis, ouais. Ouais, c'est vrai que j'ai une forme de culpabilité vis-à-vis des activités que je peux pas faire et des choses que je peux pas apporter à l'autre. Ouais, ça joue sur l'envie d'être assez. Et finalement, ça joue sur simplement je suis assez bien pour être aimée. Et qui peut être aussi déjà quelque chose peut-être que tu avais avant, mais qui ressort un peu plus fort. Ouais. Clairement, je pense que c'était présent avant. Et là, je m'en rends encore plus compte pour le coup. Parce que là, pour le coup, je me sens vraiment pas assez. Parce que je me compare à des personnes valides et je me dis, bah ouais, mais en fait, s'il était avec telle fille, il pourrait faire ça. Moi, il peut pas. Enfin, ouais, clairement, il y a cette notion-là. Ouais. Ouais, c'est vraiment laisser la place à l'autre. En fait, l'autre est adulte et l'autre fait ses choix. Et ça demande justement, encore une fois, de lâcher le contrôle et de faire confiance à l'autre. Donc, c'est parce que l'autre fait ses choix. Exactement. S'il est là, c'est qu'il est là. C'est un grand garçon. Ouais, c'est ça. Puis c'est exactement comme tu dis, de laisser à l'autre le choix d'eux. Moi, j'ai tendance à dire, en fait, aux personnes que je peux fréquenter, mais pourquoi tu me fréquentes, en fait tu pourrais fréquenter une nana qui peut faire des tas de trucs. Pourquoi tu me fréquentes moi, en fait? Chercher tout le temps à me rassurer par rapport à ça. Et je pense que ça peut être pesant pour l'autre, mais j'essaye de travailler là-dessus, quoi. Ouais. C'est vraiment de la confiance et du lâcher prise, lâcher le contrôle, quoi. Vraiment. Ouais, exactement. Ouais. C'est très intéressant. Ouais, hyper intéressant. Ouais. Ah si, juste un dernier truc. C'est que du coup, là, c'est la sexualité, mais plus avec moi-même. Ça concerne plus la masturbation. Ah oui, et vrai, du coup, forcément, ma fréquence masturbatoire a augmenté, depuis que je suis malade. Parce que, comme je l'ai dit, il y a eu pas mal de périodes où il se passait, on va dire, rien avec des hommes. Et je me suis rendu compte que oui, j'avais quand même des besoins. Enfin, voilà, j'avais, entre guillemets, enfin, c'est même pas des pulsions, mais voilà, des besoins. Je sais pas si c'est des pulsions ou pas, d'ailleurs. Une forme de libido, ouais, la libido. Voilà, tout simplement. Et du coup, j'ai énormément consommé de porno, en fait, par rapport à avant. Parce qu'avant, il se trouvait que quand je me masturbais, j'étais beaucoup dans... pas forcément dans l'imaginaire, mais en tout cas dans le souvenir de ce qui a pu se passer avec des partenaires ou ce genre de choses. En fait, j'avais des images en tête et tout. Et là, étant donné qu'il ne se passait plus rien, j'ai été amenée à consommer pas mal de porno et même à regarder des trucs où je me suis hyper surprise moi-même, quoi. Voilà. Un autre aspect... Non, mais c'est vrai que c'est hyper intéressant parce que le porno, il vient vraiment combler un moment où on ne sait plus s'exciter soi-même, en fait. Et donc parce qu'on a pris l'habitude de s'exciter avec des souvenirs ou parce que on n'est pas amoureuse aussi. Je trouve que ça joue pas mal. Quand on est amoureuse, t'es plus excitée par l'idée de la personne, alors que quand tu l'es pas, Et ça va vraiment amener de l'excitation rapide comme ça. C'est assez intéressant. Exactement. Mais c'est super parce que t'as hyper conscience de tous tes comportements et de toutes tes réactions et tout ça, c'est super. T'es très consciente, quoi. Ouais, c'est clair que là, pour le coup, j'analyse, j'observe et tout. Après, ça veut pas dire pour autant que j'ai les clés pour évoluer sur certains comportements. Il y en a oui, il y en a non. Mais oui, j'essaie d'observer pas mal, ouais. Non, c'est super. C'est super. Top. Écoutez, ouais. Très intéressant. Moi, j'ai envie de te dire un grand merci, de te dire que tu es très très belle aussi, que tu es très lumineuse à travers Skype. Oui, disons. Est-ce qu'on l'a dit qu'on était... Sur Skype, non, je crois pas. Bon, je pense que ça s'entend, mais c'est vrai qu'on l'a pas précisé au début du truc. Eh ben, merci beaucoup. Merci beaucoup, Charlotte, en tout cas. Merci à vous d'avoir pu me laisser m'exprimer. Et puis, c'est toujours intéressant, je pense, de partager son expérience, et ça fait du bien. Ouais, non, mais c'est super, super intéressant, vraiment. Vraiment, je crois que c'est important d'avoir ce genre de témoignage. Ne serait-ce que pour ceux qui se sentent seuls dans ces trucs-là, qui se sentent et compris, et voilà, quoi. Exactement, et puis qu'ils puissent aussi justement peut-être se sentir plus libres d'en parler, quoi. De voir qu'ils sont pas tous seuls à vivre ça et qu'ils peuvent en parler à d'autres, quoi. Et puis plus on en parlera, moins ce sera des choses qui seront perçues comme honteuses par nous-mêmes, hein, tu vois. Si tout le monde en parle, ça devient quelque chose d'assez commun, et ça nous évitera des déboires psychologiques. Complètement. Et merci beaucoup, Charlotte.
Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. N'hésitez pas à nous rejoindre sur notre Instagram Saya Origine pour venir nous soutenir et débattre.